Hello très chers amis lecteurs, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Aujourd'hui, 13 juin, je viens faire le débrief de la première partie de la saison 3 de la chronique des Bridgerton. De prime abord, je tiens à dire que j'ai résisté et je n'ai pas regardé les 4 épisodes quand c'est sorti le mois dernier. Je les ai regardés il y a 3 jours avant la sortie de la deuxième partie. Comme quoi, c'est possible de résister. Je dis ça pour quelqu'un. Par contre, je me suis gourée dans les dates parce que je pensais que la seconde partie sortait demain, alors qu'en fait elle est disponible depuis ce matin sur Netflix. C'est pas bien grave, puisque j'ai de toute façon prévu de regarder la suite ce week-end, ou la semaine prochaine le cas échéant. On verra bien comment je me sens ce week-end, si j'ai le temps ou si j'ai autre chose à regarder. Donc, je vais découper mon débrief en 3 parties. Première partie, Colin et Pénélope. Deuxième partie, les Bridgerton, parce que c'est quand même leur chronique, c'est leur nom qui est devant. Et la troisième partie, c'est la haute société londonienne. Commençons tout de suite avec la première partie, Colin et Pénélope. Dès les premières images, ce cher Colin, notre main lead, pour reprendre l'expression des dramas coréens, brille par sa capacité à coqueter comme un coq. Il attire les filles, il flirte, il fait son intéressant auprès des autres coqs de la basse-cour également. Pourtant, derrière tout ça, il reste cette belle âme au cœur d'or qui se soucie de son entourage. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il laisse sa chère peine à se dégoter un époux, sans imaginer que l'époux en question qu'elle veut, c'est lui. Il est pas très futé le mec, mais bon, ils sont souvent comme ça, il faut tout leur dire. Sinon, c'est pas drôle. J'ai trouvé que la mise en lumière de Colin était un ratage partiel, parce que je le trouve moins prestant que dans les saisons précédentes, même s'il est bronzé, même s'il est musclé. Je trouve que la coiffure ne lui va pas, je sais pas, il y a un truc sur son visage qui marche pas, qui matche pas. Mais par contre, Pénélope, elle est bien mise en valeur, elle est bien mise à l'honneur. C'est vrai qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, mais il l'aide à entrer au monastère. Et le changement de garde-robe de Pénélope l'aide à se faire remarquer et à entrer dans la course aux prétendants. Pas au même titre que les autres, c'est vrai, mais elle y entre quand même. Et leur relation à Colin et Pénélope, dont on attendait un peu tous le dénouement depuis la saison 1, ça arrive enfin. Mais ombre au tableau, Lady Whistledown, que Colin a juré de détruire, est en fait celle dont il s'est épris. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Suspense, suspense. Ceux qui ont regardé la deuxième partie ce matin pourront nous dire. Mais pour moi qui n'ai pas encore regardé, je laisse le suspense me surprendre. Et d'ailleurs, il me semble que c'est à la partie du mouchoir que Colin est tombé amoureux. Et lorsqu'il l'a embrassé, il a confirmé ses sentiments. D'ailleurs, ce fut fort plaisant et fort drôle que ce soit lui qui en perde le sommeil plutôt que Pénélope. Quoique, elle a souvent perdu le sommeil à cause de lui, depuis le temps qu'elle est amoureuse de lui. Autre point, j'ai vu plusieurs réactions. Certains disent que Pénélope aurait dû choisir Lord Dibling plutôt que Colin, ou encore que Colin n'est qu'un petit garçon qui ne sait pas ce qu'il veut parce qu'il passe son temps à draguer toutes les minettes sans jamais aller au bout, et que leur amourette ressemble à une cause perdue. Moi, l'œil de Cham, je pense comme Violette. C'est d'ailleurs mon héroïne et mon personnage coup de cœur. Les bases d'un mariage solide, c'est l'amitié et pas le fait de gérer un domaine toute seule alors qu'on a un époux qui est censé le faire mais qui se rend absent des années durant parce qu'il va en voyage, parce qu'il veut protéger la nature. Ok, tu veux protéger la nature, mais tu as des responsabilités. Tu es marié, c'est pas pour aller te balader 3 ans et puis abandonner ton épouse, en fait. Mais bon, ce qui se passait à cette époque dans les 1800, c'est ce qui se passait à l'époque dans les 1800. Il ne faut pas trop l'analyser avec le regard du 21e siècle parce que c'est sûr qu'on ne va pas trouver ça cohérent. D'ailleurs, pas d'ailleurs,
Je pense comme Violette que l'amitié, c'est une base solide. Et c'est très bien quand on a l'assurance d'une affection réciproque entre les deux époux. Ce n'est pas négligeable. C'est vrai que Colin se rend compte de ses sentiments un peu tard, qu'il fait une scène et qu'il finit par gâcher la demande en mariage de Pénélope par l'autre des Bling. Mais au moins, lui, il se rend compte qu'il est amoureux et il fait sa déclaration. Il ne cherche pas à lutter contre et il fait sa déclaration quitte à contracter une mésalliance, comme Monsieur Darcy, référence à Orgueil et Préjugés, qui est un bijou littéraire et cinématographique que je vous enjoins à regarder. Voilà. C'était tout pour Colin et Pénélope. Maintenant, on va passer au Bridgerton. Je ne peux pas commencer cette partie sans parler de Francesca, le diamant de la saison, qui va faire échouer les plans de la reine. Encore une fois, à croire que seule Daphné sait maintenir la paix entre la reine et la famille des Bridgerton. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'ils font ça? Cette pauvre reine, déjà qu'elle a mis du temps à choisir un diamant, il faut que le diamant qu'elle choisisse fasse comme bon lui semble. Oh là là, c'est pas vrai. Par contre, je suis déçue par le choix de l'acteur que les réalisateurs ont choisi pour être celui dont elle s'éprend. Bon, je m'en remettrai. J'espère que lors de sa saison à elle, ils feront de meilleurs choix, de meilleurs choix d'acteurs. Je me demande aussi quels sont les projets des réalisateurs pour Bénédicte. Pour l'instant, il est le seul personnage qui n'évolue pas vraiment. Il ne trouve pas sa place, il fait son libertin. Est-ce que son histoire va finir par passer à la trappe ou est-ce que les réalisateurs sont en train de susciter notre intérêt? J'avoue que je ne vois pas clair dans tout ça et j'aimerais vraiment voir comment est-ce qu'ils vont réussir à rendre son histoire intéressante. Parce que pour l'instant, bon, c'est pas un personnage ouf, hein. Et Héloïse, ma chère Héloïse, la seule qui m'a fait sortir de mes gonds à la fin de la saison dernière. Elle est assez marrante, vraiment. Pénélope lui manque, mais elle fait la meuf, tout en faisant son possible pour la protéger en l'ignorant. C'est vraiment devenu une nana, parce que ça, ce sont des trucs de nana du 21e siècle, insolite en passant. Ils en ont fait un peu trop avec le maquillage sur elle, mais bon, la voir féminine, ça me plaît, j'aime bien. Et mon coup de cœur, l'honorable femme de distinction, Lady Violette. Une valeur sûre, d'une clairvoyance et d'un pragmatisme sans égal. Si toutes les mères de l'aristocratie étaient comme elle, je pense que les filles là, ne devraient pas faire plus d'une saison. Franchement. On va passer à la dernière partie, la haute société londonienne. La belle surprise de cette première partie, pour moi, c'est Cressida. Une véritable peste, créée et nourrie par la société. Pourtant, elle est plus que ça. Elle est plus que ce que nous avons vu tout au long des saisons précédentes. Elle est tout simplement humaine, avec ses défauts, mais surtout avec une pression telle qu'on ne pouvait l'imaginer. J'aime beaucoup cette facette de sa personnalité qu'on nous permet de découvrir. Et j'espère sincèrement qu'elle finira par convoler en juste noces, parce qu'elle en a vraiment besoin. Son amitié avec Héloïse, bien que surprenante, la rend meilleure. Et ça lui fait du bien. C'est ce genre de relation qu'il faut avoir dans la vie, en vrai. Et son histoire m'a fait réaliser à quel point la pression sociale est impitoyable. Enfin, comment elle était impitoyable à cette époque et peut-être encore maintenant pour ceux qui font partie de l'aristocratie. Le bien-être des personnes en elles-mêmes n'est pas particulièrement pris en compte. Seules sont importantes les alliances et les intérêts de la famille, sauf dans la famille Bridgerton, justement, dont la matriarche priorise le bien-être et l'avenir de ses enfants, au détriment du statut social et des alliances. Quoique cette liberté que Violette laisse à ses enfants finit toujours par servir le nom des Bridgerton. Daphné a fini par épouser un duc, Anthony, le meilleur libertin de Londres, a fini par se marier. Bon, pas avec le choix de la reine, mais avec quelqu'un d'autre qui lui correspond parfaitement. Et voilà Colline, Colline qu'on est en train de voir.
Le côté marrant de tous ces épisodes, c'est la course aux héritiers chez les Featherington. J'ai tellement eu mal aux côtes en écoutant la mère parler avec ses filles. Non, je ne pouvais pas me mettre à sa place. C'était trop drôle. Tellement drôle. Et je comprends tellement quand elle lève les mains au ciel et qu'elle demande ce qu'elle a fait au bon Dieu. Oh là là. Vraiment, qu'est-ce qu'elle a fait au bon Dieu? Ce qu'elle a fait au bon Dieu, c'est qu'elle n'a pas elle n'a pas formé ses filles. Elles sont allées en mariage immature. Même si, quoique bon, elles ont des maris immatures, hein, donc ils sont tous pareils. Vraiment, courage à eux pour la suite parce que le niveau de bêtises qu'il profère à longueur de journée, vraiment, pas simple. Hein. J'espère par contre que Pétunia va se remettre en question, vu la situation de Pénélope, et que bon, elle va essayer de développer une relation avec Pénélope, quoi. Et je dois vous avouer que j'ai beaucoup aimé la bande sonore. Elle est de qualité. C'est une adaptation orchestrale par un orchestre. Et c'est une véritable pépite et un régal pour les oreilles. Ils ont bien travaillé, comme dans La Reine Charlotte. Dans les autres saisons, j'avoue ne pas avoir fait attention. Mais vu que je me refais la saison 1 avec Daphné et Simon, je vais essayer de faire attention à la bande sonore. En parlant de la reine, elle doit vraiment, vraiment, vraiment mal vivre le fait que son diamant se soit amouraché de quelqu'un d'autre. Et que le mariage qu'elle avait prévu échoue encore une fois. Je tiens à rappeler que j'ai lu les livres. Donc les détracteurs qui veulent me faire beaucoup de bruit, sachez que j'ai lu les livres. Donc je connais l'histoire originale. Mais je ne suis pas là pour faire une comparaison des deux. Je les prends comme deux œuvres distinctes, bien que j'ai aimé que certains aspects du livre aient été gardés, comme la dernière scène de l'épisode 4. J'aime beaucoup la série de façon générale, les réalisateurs ont fait du bon boulot. J'ai mis mes organes, parce que j'aime beaucoup le personnage de Pénélope, et je m'attends à voir plus dans la seconde partie qui est sortie ce matin. Bien sûr, vous pouvez m'écrire pour qu'on en discute plus amplement, parce qu'il y a beaucoup de points que je ne peux pas aborder, qui relève vraiment de mon avis personnel, et voilà. Mais je serais ravie de discuter de vos points de vue. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de la seconde partie. Bisous chez vous!